On va regarder 3 situations pour illustrer justement le concept d'une boucle de rétroaction ou un mécanisme de régulation, c'est la même chose. Donc, les 2 premiers exemples, cette diapo, la prochaine, ça va être des exemples de rétroinhibition. Alors, ici, exemple, dans votre manuel, on vous montre une image. Un monsieur qui pêche pendant l'hiver, pêche sur glace. Donc, à partir des informations de ce schéma-là, ou dans un examen, ça pourrait être sous forme de texte. Évidemment, je ne mets pas de dessin comme ça. On vous demande, à partir de la situation, des infos que vous avez dans le texte ou dans le manuel ici, êtes-vous capable de me dessiner le mécanisme de rétroaction ou la boucle le mécanisme de régulation qui illustre cette situation. Donc, on va le faire ensemble. On va faire comme si c'était un exercice ou un examen. Vous pourrez relire un peu les détails qui sont ici, mais je l'ai dit tantôt, je le répète, si je demande à l'examen de me dessiner une boucle de rétroaction, c'est pas ça que je veux. Je veux pas que tu me dessines la peau avec des flèches et tout. Moi, ce que je veux, c'est les mots verticaux qu'on a fait tantôt. Okay? Donc, exemple, si c'était un exercice, une question d'examen, ce que tu me dirais ici, la première des choses, il faut être capable de se souvenir des mots que j'ai dit tantôt. Donc, c'est toujours la même chose. Il y a un stimulus à identifier qui va agir sur un facteur contrôlé ou un déséquilibre. Ça, c'est un peu comme mon problème de départ. J'ai un récepteur spécifique qui va être impliqué dans la situation, qui détecte donc le problème, le déséquilibre. J'ai un centre de régulation qui va faire l'analyse. Le centre va agir sur des effecteurs qui auront différents effets. Et on arrivera, suite aux effecteurs et leur effet respectif, on arrivera à une réponse finale et on déterminera en même temps si c'est une rétroinhibition ou une rétroactivation. Donc, c'est ça de dessiner une boucle. Et on le fait ensemble. Donc, évidemment, normalement, il y aura un texte qui vous donnerait plus de détails, mais ça, on le fait un petit peu ensemble. Okay? Donc, si on se fie sur les définitions que je vous ai données tantôt, le stimulus, je vous disais que c'était mon point de départ. Qu'est-ce qui va provoquer un déséquilibre puis une réponse biologique? Donc, dans ce cas-ci, il y a plusieurs phrases possibles, plusieurs façons, peu importe comment vous exprimez, mais en gros, on pêche sur la glace pendant l'hiver, ou peu importe, là, tant qu'on comprend un peu la situation. Donc, pêche sur glace pendant l'hiver. OK? Donc, pendant l'hiver. Bon, tout le monde comprend qu'il fait froid. Okay? C'est ça l'idée. Le fait de pêcher sur la glace pendant l'hiver, évidemment, ça amène plusieurs déséquilibres. Celui qui m'intéresse ici, le facteur, il peut y avoir plusieurs facteurs affectés. Mais évidemment, celui qu'on va garder en tête, c'est la température du corps. Et je l'ai mentionné tantôt, je veux toujours, je suis peut-être plus zélé que d'autres profs, mais je veux pas que tu me marques juste température du corps. Je veux que tu me dises si elle est trop forte ou trop faible par rapport à la normale. Étonnamment, des fois, j'ai des gens qui partent complètement à l'envers. Donc, déjà, ça montre qu'ils ne comprennent pas autant que les autres. Fait qu'il faut que je le sache. Mais aussi, mon premier objectif, c'était de t'aider pour déterminer la réponse finale. Fait que des fois, vous partez ça, vous êtes stressé, puis vous allez vite, puis tu dis, ah oui, ça, c'est facile. Fait que là, vous remplissez ça. Puis là, finalement, vous arrivez à la fin, puis ça n'a pas de sens. Fait que c'est pour ça là, que quand tu arrives à la fin, puis tu regardes ici, ça peut t'aider à savoir si tu es parti du bon bord ou pas. Donc, je l'exige vraiment. Dans ce cas-ci, comme il fait froid, puis c'est l'hiver, évidemment, la température de votre corps, s'il n'y a pas de réponse, pas de mécanisme de régulation, va diminuer de plus en plus. On pourrait même mourir d'hypothermie. Quelqu'un qui ne fait pas cette boucle-là pourrait en mourir, pour mourir de froid. Donc, ça, c'est c'est la situation de départ avec le déséquilibre. Maintenant, ça me prend un récepteur qui détecte ça. Donc, dans tous les récepteurs qu'on connaît un petit peu, je vous dis un chimiorécepteur, un barorécepteur, évidemment, ici, c'est un problème de température. Donc, c'est des thermorécepteurs qui vont détecter le problème, évidemment. Les thermorécepteurs détectent le déséquilibre, donc cette diminution de la température corporelle, et vont informer un centre. Donc, maintenant, vous avez fait la séquence 5, vous savez que le centre du contrôle de la température, c'est l'hypothalamus. Donc, maintenant, on est capable de mettre un nom là-dessus. Donc, si on n'avait pas étudié le système nerveux, ou quelqu'un me dirait le cerveau, l'encéphale, ça serait correct. Mais maintenant, je vous demande d'être plus précis, peut-être même plus précis que l'exemple du livre, parce que vous avez étudié le système nerveux. Vous savez que le centre de contrôle de la température chez l'humain, c'est une partie de l'encéphale qui s'appelle l'hypothalamus, tout simplement. L'hypothalamus, lui, reçoit l'information des thermorécepteurs, puis il se dit, ouais, OK, là, la température est trop faible, on est en dessous du 37 degrés, donc on va agir sur certains effecteurs. C'est donc l'hypothalamus qui a le choix de stimuler des effecteurs A ou B. A pour nous réchauffer,
ou d'autres effecteurs, mettons B, pour nous refroidir. Là, c'est une situation où on a besoin de se réchauffer. Donc, des fois, les effecteurs vont varier, évidemment. Fait que là, l'hypothalamus va envoyer des messages, des influx nerveux, ça pourrait être des hormones, ça va dépendre des effecteurs impliqués, mais peu importe, on va agir sur des effecteurs. Le premier effecteur, en fait, il y a 3 effecteurs clés. Je vais en présenter 2 aujourd'hui. Le 3e, on le verra plus tard quand on sera au niveau de la thyroïde avec les hormones thyroïdiennes. J'en parlerai pas aujourd'hui. Donc, au moins pour aujourd'hui, en savoir 2, parce que l'objectif, c'est plutôt de comprendre c'est quoi une boucle de rétroaction en fait. Donc, l'hypothalamus, le premier effecteur, ça va être les muscles. Ça peut être plusieurs muscles différents. Entre autres, il y a des muscles associés à vos poils, des petits muscles tout petits qui vont se contracter et qui vont, en se contractant, provoquent comme une petite boule de chair qu'on appelle le frisson. Hein? Donc, je vous disais tantôt que l'effecteur, c'est pas juste de le nommer, il faut voir son effet. Donc, le muscle, son effet, c'est quoi? Les muscles, ils vont se contracter. Contraction, je mets en parenthèse des frissons. C'est pas tous les muscles qui font les frissons, mais certains d'entre eux vont provoquer des frissons. Et pourquoi vous frissonnez? Ben, en fait, c'est pour contracter les muscles, parce que lors de leur contraction musculaire, on va produire de la chaleur, évidemment. Donc, ça va contribuer à vous réchauffer. Donc, la contraction ici, c'est vraiment, si vous ne faites pas le lien, vous pouvez le rajouter, là, c'est vraiment pour produire de la chaleur. Ça, c'est comme l'effet principal. Chaque contraction musculaire dégage de la chaleur. Le deuxième, c'est un nouveau terme, là, je le définirai là, après. Vasoconstriction de certains vaisseaux sanguins. C'est plus une notion de bio2. Je dois vous l'expliquer un petit peu, mais vous allez revoir ça en détail quand vous allez étudier le système cardiovasculaire à la prochaine session. Mais au moins, vasoconstriction, c'est un terme de bio2. Donc, vous allez beaucoup l'utiliser en soins. C'est pas un concept de bio1, mais quand même, je veux que vous le sachiez un petit peu. C'est en fait, les vaisseaux sanguins, généralement, se ferment ou s'ouvrent. Par exemple, les petites artères, les petites artérioles, tout ça, peuvent se fermer. C'est une vasoconstriction. On peut dire aussi vasodilatation. Ils se dilatent, donc ils vont grossir. À la limite, on pourrait dire qu'une vasoconstriction, c'est une fermeture. Hein? Pas complète. Il reste toujours un petit espace pour faire circuler le sang, mais il y en a moins qui va circuler. Donc, juste pour être sûr que vous compreniez bien, là, je fais une parenthèse ici. Pour un vaisseau sanguin donné, c'est le même vaisseau, situation A, situation B. A, ça serait la vasoconstriction. On ferme. B, ça serait une vasodilatation, il est plus gros. Je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est en A ou en B qu'on passe plus de sang? Bien, évidemment, B, on passe beaucoup plus de liquide, il y a plus d'espace, donc il y a plus de sang qui circule. Ici, il va en avoir moins. Et généralement, on fait une vasoconstriction comme ça. Pourquoi? Parce que l'idée, on veut conserver la chaleur. Hein? C'est ça le concept. Là, c'est certain que juste avec cette phrase-là, vous pouvez vous débrouiller et c'est suffisant, je ne demande pas plus. Mais il y a des gens qui vont vouloir comprendre un petit peu et ce concept-là réfère en début de session quand on a étudié les propriétés de l'eau. Donc, si je fais une vasoconstriction, et c'est certains vaisseaux sanguins, hein, ça ne marchera pas sur des artères profondes, c'est sûr, c'est les petits vaisseaux sanguins à la surface de votre peau, là, très très proche de la peau, qui est très mince. Donc, l'idée, c'est eux autres qu'on va ajuster avec une vasoconstriction, une vasodilatation. Si je fais une vasoconstriction avec ces vaisseaux de surface, il y a moins d'échange de chaleur avec l'environnement, parce que si j'ai moins de liquide qui passe, moins de sang, qu'est-ce que ça fait? Bien, moins de sang, j'ai moins d'eau, hein, parce qu'on sait que le sang est composé d'eau, de plasma, moins d'eau. Et si vous vous souvenez du début de la session, les propriétés de l'eau que je vous mentionnais, une des propriétés de l'eau, c'est qu'elle a une chaleur massique très élevée, donc on transporte de la chaleur. Vous voyez la molécule d'eau comme un piège à chaleur. C'est pour ça que parfois on transpire, parce qu'on veut se refroidir, on a une goutte d'eau qui sort dans la transpiration, dans la sueur, ben c'est comme de la chaleur que je vais évacuer. Donc ici, le vaisseau sanguin que je dessine, ben, si j'ai 100 ml de sang, ça me fait un certain volume. Donc, la peau est ici, exemple ici, là, mettons, ce que je dessine ici, c'est la peau. Donc, le capillaire de surface ici, ou l'artériole, peu importe, j'ai un certain volume, et par radiation, l'eau qui transporte la chaleur va passer à travers
la paroi du vaisseau et traverse la peau, puis c'est dégagé par l'extérieur. Donc, c'est pour ça que je vous disais que les vaisseaux sanguins profonds, ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a des couches de muscles, de tissu mou, de fascia et tout ça, et donc là, ça ne fonctionnera pas. Ils sont trop profonds. Mais ceux en surface, effectivement, on dégage la chaleur. Alors, ce qui va se passer ici, si je fais une vasoconstriction, puis au lieu de 100 ml, je ferme mon vaisseau sanguin ici, puis je passe juste 5 ml, j'ai moins de liquide, moins de plasma, donc moins d'eau qui circule, et s'il y a moins d'eau qui circule, je transporte moins de chaleur, donc j'ai moins de pertes. Si j'ai moins de pertes, bien évidemment, je conserve la chaleur. Donc, c'est pour ça que je marque ici « conserver la chaleur ». Donc, en d'autres mots, si je reviens aux effecteurs, n'oubliez pas, hein, ce que vous devez toujours vous demander, peu importe la boucle que vous allez étudier dans vos cours jusqu'à la fin de votre DEC, dans vos cours de bio, ou même en soins parfois peut-être, quand vous allez parler de pathologie, c'est quoi? Vous devez toujours vous poser la question, qu'est-ce que je veux faire? C'est pas écrit ici, mais quand tu dessines une boucle comme ça, j'ai froid. Normalement, qu'est-ce que tu veux faire? Avoir plus froid ou te réchauffer? Tu veux te réchauffer, donc c'est ça qui t'aligne. Tu as un problème de pression artérielle, tu es trop faible, ta glycémie est trop faible, tu veux remonter tout ça, c'est trop, on veut le baisser. Donc, c'est une question simple, mais qui va toujours bien vous aligner. Alors ici, tu veux te réchauffer, tu veux remonter en température. Fait que le premier élément, l'hypothalamus agit sur les facteurs des muscles, contraction, produit des frissons, chaleur. Donc, on se réchauffe. Donc, ça, c'est facile. Vasoconstriction, peut-être un peu plus compliqué, mais on ferme les vaisseaux de surface parce qu'on va limiter la perte de chaleur. Il y a moins d'eau, moins de plasma, donc moins d'eau qui circule, moins de perte de chaleur parce que l'eau emprisonne, va transporter de la chaleur. Donc, si j'ai moins d'eau, moins de chaleur qui est véhiculée, moins de perte, je conserve la chaleur. Et c'est juste ça l'idée. Il y a un troisième mécanisme avec le métabolisme, mais j'en parle pas aujourd'hui. Donc déjà, ces deux éléments-là, ça va. Et ce qu'on veut comprendre, c'est que là, j'ai une réponse finale. Fait qu'il faut faire attention. J'ai toujours des réponses, des effets des effecteurs, qui sont comme locales, mais en bout de ligne, l'ensemble des effecteurs, même s'ils ont des effets respectifs différents, contribuent, toute la gang ici, là, les 2-3 effecteurs, contribuent à une réponse finale. Ici, c'est de remonter la température vers le 37, on se réchauffe. Donc, la réponse finale, augmenter la température corporelle. C'est pour ça que c'est bien important, dans l'effecteur, toujours de mettre l'effet. Tu sais, tu ne mets pas juste muscle. Muscle se contracte. Vasoconstriction, pour l'effecteur, en fait, c'est vaisseau sanguin qui l'effet vasoconstriction. Et les deux ont des effets biologiques, mais les deux effets très différents, une vasoconstriction d'un vaisseau versus contraction musculaire, c'est deux effets différents que je veux voir, mais les deux contribuent à leur manière à une réponse finale qui, ici, est d'augmenter la température corporelle. Et maintenant, je vous demande quel type de réponse. Souvent, on va me demander ça. Bon, que la réponse finale a augmenté la température. Et là, je vous demande quel type de réponse, quel type de boucle de rétroaction. Puis là, des fois, vous bloquez, c'est pas compliqué. Vous avez une chance sur deux. C'est soit une rétroinhibition, soit une rétroactivation. Dans ce cas-ci, on compare toujours la réponse versus le déséquilibre. C'est pour ça que maintenant, vous comprenez pourquoi j'insiste sur le fait de dire augmente ou diminue. Si je regarde et je compare les deux, mon déséquilibre, c'est une diminution de température corporelle et la réponse finale augmente la température. Je vais dans le sens inverse. Ou si vous préférez, je retourne à la normale. Donc, c'est clairement une rétro-inhibition ici. Et vous avez complété votre première boucle, tout simplement. Puis là, je rouvre une parenthèse. Parfois, ça peut expliquer pourquoi on a des effets biologiques X ou Y. Je donne un exemple. Si vous avez la peau pâle, une peau blanche qui est pâle, et vous allez dehors, ou un jeune enfant qui joue dehors à la peau pâle, qu'est-ce qu'on voit? Ben, à un moment donné, quand il y a trop froid, puis il est sur le bord d'avoir des engelures, les extrémités, les oreilles, les joues, les doigts, on fait une vasoconstriction importante. C'est pour ça qu'il blanchit. C'est sûr que si vous avez la peau foncée, c'est moins évident, mais la peau pâle, c'est très net. Au lieu d'avoir les joues rouges puis les doigts rouges, qu'est-ce qu'on voit? On voit une peau qui est très, très pâle, très, très blanche. Ça, c'est parce qu'elle n'est plus vascularisée correctement. Là, en fait, c'est une vasoconstriction qui limite le passage sanguin. Il y a moins de sang, on est moins rosé. Donc, dans ce cas-ci, la peau est plus pâle. Et vous, comme personnel médical, ce que ça vous indique, là, il est temps qu'on rentre à la maison, parce que si on commence à constricter comme ça au niveau de la peau, des doigts, c'est que là, on est dans des mécanismes là, de réchauffement, mais en fait, on va se le dire, on sacrifie les extrémités pour réchauffer les organes vitaux. Donc, les doigts vont devenir blancs, les orteils, les oreilles, les joues, et on se dit, ben là, on limite vraiment l'alimentation, hein, il y a moins de sang, donc le sang circule moins bien.
Peut-être qu'il y a des cellules qui vont mourir. Des fois, la gangrène prend là-dedans parce que justement, les cellules sont en train de mourir, pourriture, tout ça. Mais l'idée, c'est parce qu'on est en mécanisme d'urgence. Là, on converge. On fait converger le sang vers les organes vitaux, le cœur, le poumon, les organes abdominaux pour les tenir au chaud. Donc, on limite les pertes de chaleur comme ça. C'est donc un mécanisme de défense pour conserver votre chaleur et éviter la mort, mais on sacrifie les extrémités, justement, qui est peut-être moins vital. Donc, c'est pour ça qu'on change de couleur, en fait, qu'on blanchit. C'est juste qu'il y a moins de sang. Okay? Donc, ça, c'était pour votre culture et peut-être que ça va vous faire vous aider à retenir l'idée qu'il y a une vasoconstriction. OK. Donc, on a réglé la première boucle. Maintenant, je fais la boucle inverse. C'est toujours une rétroinhibition. Donc, je l'ai dit tantôt, c'est pas parce que ça monte ou ça baisse que c'est une rétroinhibition. Je vais le prouver maintenant. C'est juste une situation différente, mais qui implique aussi la même variable. Donc, là, on était dans une variable de température corporelle qui diminue. Là, on a une situation pour la même personne d'une température corporelle qui augmente trop. Donc, ici, on voit une personne qui fait une activité physique, donc il bûche du bois l'été. Donc, déjà, l'activité physique va faire en sorte qu'il va se réchauffer. Et en plus, il fait très chaud dehors. Donc, on le voit ici. Et alors là, on veut que vous dessiniez la boucle de rétroaction, le mécanisme de régulation dans cette situation-là. Donc, c'est pour ça que c'est important toujours de bien lire la situation de départ. Et ensuite, on applique, tout simplement. La bonne nouvelle, j'ai dit plusieurs fois, c'est toujours la même chose, une boucle. Donc, peu importe le sujet que vous allez étudier, que ce soit dans mon cours, dans d'autres cours, que ce soit avec le cardiovasculaire, les maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques, digestives, peu importe, c'est toujours la même chose. Donc, la boucle implique toujours récepteur, centre, effecteur avec leur effet respectif. Et la réponse finale. Et c'est pour ça que tantôt, quand j'ai pris la peine de bien décrire les définitions, c'est pas tant de les savoir par cœur, mais de les comprendre. Comme ça, vous allez savoir qu'est-ce que vous devez indiquer pour chacun des éléments. Donc ici, le stimulus, il y en a plusieurs possibles. On pourrait dire, exemple, activité physique intense. OK, l'activité physique intense pendant une journée chaude, une journée d'été. Donc, ça me donne notre situation de départ. Le déséquilibre, si je vous le demandais, vous commencez à savoir, c'est comme tantôt, température corporelle, mais on me dit tout le temps ça monte, ça baisse. Ici, contrairement à tantôt, la température du corps va augmenter, exemple 37 à 38. Les récepteurs, ça va être les mêmes que tantôt. Thermorécepteur détecte le problème, le déséquilibre. Informe le centre. Le centre n'a pas changé, toujours l'hypothalamus, sauf que son analyse va être différente de tantôt. Donc, l'hypothalamus, ici, reçoit l'information des thermorécepteurs, puis là, il voit, ah, OK, là, la température, contrairement à tantôt qui était trop faible, ici, elle est trop forte. Donc, on va agir sur certains effecteurs pour provoquer une réponse différente. Et l'hypothalamus va donc dire aux effecteurs, dans ce cas-ci, il y a différents effecteurs. Je vais en voir deux. Il peut y en avoir d'autres. On va en faire deux comme tantôt. Donc, la première chose, c'est les glandes sudoripares ou sudorifères, c'est la même chose. Donc, les glandes sudoripares, ça, c'est l'effecteur. Des glandes qui produisent la transpiration. Donc, je veux toujours l'effet, pas juste me nommer. Dans ce cas-ci, les glandes sudoripares vont produire la sueur ou transpiration, peu importe. Donc, on commence à transpirer, à perdre de l'eau à l'extérieur du corps. Et l'autre chose, ça va être les vaisseaux sanguins de surface, encore une fois, les mêmes que tantôt. Donc ici, c'est un effecteur qui revient. Donc, vaisseaux sanguins de surface. Et là, je vous pose la question, est-ce qu'on fait une vasoconstriction ou une vasodilatation? Donc, l'effet ici, ça va être une vasodilatation, parce qu'on veut faire exactement l'inverse. Et là, je le mets entre parenthèses pour que ça soit clair pour tout le monde. En ouvrant les vaisseaux sanguins, on va favoriser les pertes de chaleur. C'est la même logique que tantôt, mais à l'envers. Donc, évidemment, si j'ai un petit vaisseau sanguin comme ça, c'est correct, mais le même vaisseau devient gros comme ça, vasodilatation, on est d'accord qu'il y a beaucoup plus de plasma, beaucoup plus de sang qui va circuler. Donc, entre parenthèses, il y a plus d'eau qui circule. Si j'ai plus d'eau, je transporte plus de chaleur, donc j'augmente les pertes de chaleur tout simplement. C'est la même logique, ce qui explique que quand vous avez très chaud, vous jouez au volleyball sur le bord de la plage à 43 degrés Celsius, vous avez les joues rouges, c'est parce que vous avez chaud.
vous vasodilatez. Donc, encore une fois, quelqu'un qui a une peau pâle, une peau blanche pâle, mettons, c'est beaucoup plus évident qu'une peau foncée, bien sûr, parce que le sang va contraster plus fort, la couleur rouge du sang contraste plus fort, mais c'est vrai pour tout le monde, là, que ce soit un phénomène apparent ou non, on fait toute la même chose en tant qu'humain. On vasodilate au niveau des capillaires de surface, des petites artérioles de surface près de la peau. Et si on a les joues rouges, c'est tout simplement parce que on a tendance comme ça à, comment je vous dirais, à augmenter la circulation sanguine, le transport de liquide, d'eau dans les vaisseaux sanguins pour favoriser la perte de chaleur, parce qu'on sait que l'eau transporte la chaleur. Et donc, on se refroidit en transpirant, même chose, hein, on perd de l'eau, donc on perd de la chaleur qui est emprisonnée dans l'eau, on perd de la chaleur en faisant passer plus de sang. Donc là, ici, c'est pas du liquide qui sort des vaisseaux sanguins, mais par rayonnement, j'ai dit tantôt, la chaleur va sortir par rayonnement à travers la paroi du vaisseau sanguin de surface et de la peau pour justement contribuer à la perte de chaleur. Ces deux effecteurs, avec leurs deux effets respectifs, contribuent à diminuer la température corporelle. Donc, on va revenir à 37 degrés. Et la réponse, quel type de boucle ici? C'est encore une rétro-inhibition, parce que même si j'ai une réponse inverse à tantôt, si je compare le déséquilibre versus la réponse finale, on va dans le sens inverse. Ici, on a une augmentation de la température corporelle, alors qu'ici, on la diminue. C'est donc une rétro-inhibition. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, ça, c'est pour des personnes en santé, les boucles fonctionnent. Qu'est-ce qui arrive s'il y a une personne que la réponse ne se fait pas, qu'il y a un élément de la boucle qui ne fonctionne pas? Bien, par exemple, moi, j'ai eu une amie avec moi au Mexique à un moment donné qui a fait un gros choc hyperthermique pour X raisons. Elle ne régulait plus. Il y a un élément qu'on ne savait pas trop, mais peu importe. Il y avait un élément de la boucle qui ne fonctionnait pas, puis sa température a commencé à augmenter. Puis elle est tombée en choc hyperthermique, elle délirait, tout ça, puis c'est un cas d'hospitalisation. Ça pourrait amener à la mort. Donc, je vous l'ai dit plusieurs fois dans la capsule, quand la boucle ne fonctionne pas, ça amène à un déséquilibre, mais qui ne se régule pas. Et c'est là que vous tombez en maladie, mais que vous n'êtes plus en équilibre. Et ça, je le dis souvent parce que c'est une confusion que vous faites tout le temps. Vous avez l'impression que vous êtes en santé, il n'y a jamais de déséquilibre. C'est pas vrai. Vous avez, à chaque seconde, il y a des millions de paramètres qui sont déséquilibrés, mais tu t'en rends pas compte parce qu'on a ces boucles-là, justement, que je vous apprends, qui rétablissent la situation. La personne qui tombe malade, c'est parce que la boucle ne fonctionne pas, comme j'ai dit tantôt. Donc, le déséquilibre est maintenu. C'est comme si on arrêtait ici. Oups, pardon. C'est comme si on arrêtait, je fais un retour en arrière. Maintenant, j'ai une boucle comme ça. C'est comme si on est au déséquilibre, on ne va jamais rétablir, jamais avoir de réponse. Donc, on reste coincé en déséquilibre et c'est là qu'il y a une pathologie, en fait. OK. Donc, je rouvre une parenthèse, mais vraiment culturelle. Je ne veux pas que vous reteniez ça, mais c'est probablement qu'il y a des gens qui ont déjà la question. Je fais un retour sur la glace ici, parce que je vous ai parlé de vasoconstriction de la peau plus pâle, puis là, il y a des gens qui ça achale, parce qu'ils disent non, moi, quand j'ai froid, j'ai les joues rouges, puis là, vous êtes tout mélangé et tout. C'est vraiment pas important pour l'examen, mais je sais qu'il y a des gens qui vont penser à ça, fait que je vais l'expliquer. Il n'y a pas de contradiction avec ce que je vous ai enseigné, même s'il y en a une, mais c'est pour votre culture personnelle, OK? Donc, un jeune enfant qui va jouer dehors, exemple, puis là, ça fait un petit bout de temps qu'il est dehors, il commence à avoir les joues rouges. Au début, il est correct. Je parle toujours de quelqu'un qui a la peau pâle, évidemment, là. Donc, au début, il n'y a pas couleur tête normale, là. Bon, parfait. Les joues dehors, il fait froid, il commence à avoir les joues rouges. Là, on se dit, mais là, il ne conserve pas sa chaleur. Non, parce que le premier mécanisme d'action, c'est de réchauffer la peau. La peau commence à être froide. Donc, c'est quoi l'idée? On veut réchauffer la peau. Fait qu'on fait l'inverse. On fait une vasodilatation parce que c'est pas trop sévère encore. Et là, on vient réchauffer la peau. C'est pour ça qu'elle est plus rouge, il y a plus de sang, puis on essaie de sauver la peau, entre guillemets, réchauffer la peau, parce que la peau, la température locale à la peau, c'est elle qui va chuter plus vite. Si je prends ta température, tu es toujours à 37 degrés, mais au niveau de la peau, tu es peut-être à 36. Donc, on tente de la réchauffer. Mais si ça fait 4 heures que tu es dehors, puis il fait froid, à un moment donné, on s'en fout de la peau. Parce que là, ta température corporelle, pas locale au niveau des joues, mais corporelle, qu'est-ce qui arrive? Bien, la température corporelle diminue, tombe à 36, exemple. Donc là, on n'essaie plus de réchauffer la peau, on sacrifie la peau, les doigts, les oreilles, tous les extrémités fragiles, on les sacrifie, on fait une vasoconstriction, on redirige le sang vers les organes vitaux, abdominaux, cœur, poumons, abdominaux, pour conserver notre chaleur.
limiter perte de chaleur, comme je l'ai expliqué, puis maintenir nos organes à température fonctionnelle. Et c'est pour ça que les joues deviennent blanches. Donc, il n'y a pas de contradiction biologique, c'est juste que la réponse va changer selon la gravité de la situation. Et vous, comme futur papa, maman, peut-être qu'un jour vous aurez des enfants, peut-être que vous en avez déjà. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, vous voyez votre enfant jouer dehors, il joue rouge, il s'amuse, correct. Ah, là, ça dit, si on est loin de la maison, puis on est en forêt, je sais pas trop, ça va être le temps de faire un demi-tour. Puis là, s'il blanchit de plus en plus, parce que là, ça commence à être urgent, parce que là, il s'en va vers l'engelure, qui est en fait simplement des lésions suite à une température trop faible, une mauvaise vascularisation, évidemment, locale, mettons des doigts ou des orteils. OK? Donc ça explique. L'autre grand mystère de la vie que vous me dites tout le temps, et c'est très intelligent comme question, mais ça aussi, c'est de la culture, vous pouvez oublier ça, c'est juste pour démystifier la vie de tous les jours. J'ai des gens qui me disent, ouais, mais là, moi, quand j'ai très froid, j'ai envie d'uriner. Et là, ça n'a pas de sens, parce que si j'urine plus, je perds de l'eau, je perds ma chaleur, donc on devrait bloquer la production d'urine. Et vous avez tout à fait raison. Si je fais une vasoconstriction pour limiter mes pertes d'eau, mes pertes de chaleur, ben, on devrait empêcher la production d'urine. C'est une erreur. C'est un problème qu'on a parce que quand tu fais une vasoconstriction, je l'ai dit tantôt, on ramène tout le sang au niveau abdominaux, puis les organes vitaux, au niveau thoracique, cœur, poumon. Dans les organes abdominaux, on va gagner une meilleure vascularisation. Mais les reins vont recevoir plus de sang, comme l'estomac, comme le foie, comme le cœur, comme les poumons. Sauf que les reins, lui, il filtre, puis il n'arrêtera pas de filtrer. Donc, s'il reçoit plus de liquide, parce qu'on sacrifie les extrémités pour se réchauffer, ben, il y a un afflux sanguin vers la région abdominale. Donc, s'il y a plus de sang qui rentre dans le rein, on produit plus d'urine. Et c'est un effet non souhaitable, évidemment, parce que son urine, on perd de l'eau, mais c'est une conséquence indirecte. En augmentant la circulation sanguine vers tous les organes vitaux et abdominaux, ben, les reins ne font pas exception, ils reçoivent plus de sang, mais ils filtrent. Fait qu'ils vont filtrer plus de sang, donc produisent plus d'urine. C'est donc une conséquence de l'adaptation générale. Donc, ça démystifie des grands mystères de la vie, peut-être, qui semblent contradictoires, mais il n'y a aucune contradiction. Je ferme la parenthèse, évidemment. Ce bout-là, si ça ne vous intéresse pas, vous effacez ça. C'est pas grave, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de contrôler les deux boucles que je viens d'expliquer. Et bien sûr, je vais vous envoyer des exercices avec 3 situations différentes, dont une qui implique l'exemple que je viens de faire. Mais il y en aura 2 nouvelles au moins pour vous pratiquer, voir si vous maîtrisez vraiment ce concept-là. Et pour terminer un peu ce sujet-là, là, je vous ai donné 2 exemples de rétroinhibition. Maintenant, je vais vous donner un exemple de rétroactivation. Alors, je l'ai dit tantôt, c'est beaucoup plus rare, mais pas parce que c'est rare que je vous demande. Il faut l'étudier pareil. C'est des situations particulières, spécifiques, mais généralement, 99% du temps, ça va être des rétroinhibitions. Et ça, c'est la grande question. Il y a au moins 3 situations qu'on peut voir que je vais vous mentionner, que je vais vous demander de noter. Mais la question, pourquoi je veux faire une rétroactivation? Donc, en d'autres mots, pourquoi je ne veux pas revenir à la normale? Ce qui est complètement illogique. Normalement, on devrait faire juste des rétroinhibitions. Je suis dans le trouble, j'ai un déséquilibre, je veux revenir à la normale. Dans quelle situation on veut amplifier le déséquilibre? Au lieu de revenir à la normale, je veux empirer mon déséquilibre, mon problème. Bien, il y a des réponses biologiques qui impliquent ça. C'est sûr qu'en bout de ligne, à un moment donné, il faut que ça arrête. Hein? Ça ne pourrait pas continuer de façon générale. À un moment donné, on va toujours finir par faire une rétroinhibition pour revenir à la normale. Mais pendant que la situation est là, on veut amplifier le problème. Et il y a plusieurs situations que je vais vous demander de noter. Ici, il y en a un exemple, l'allaitement, mais il y en a beaucoup d'autres. Quelques autres que je vous demande de noter. Donc, quand vous allez étudier ces situations-là dans mon cours, dans vos prochains cours à la prochaine session, c'est toujours les mêmes exemples que vous allez étudier au cégep. Hein? Les rétroactivations, il y en a comme 3-4 sortes. 3-4 types, en fait. Le premier, comme il est illustré ici, que je vais vous expliquer dans 2 secondes, il y a l'allaitement. Donc, le fait d'allaiter, une femme enceinte qui allaite son enfant, c'est une boucle de rétroactivation, on va voir ça. Il y a l'accouchement aussi, évidemment. Donc, une femme enceinte qui va accoucher, c'est un autre exemple de rétroactivation. Je vais vous montrer pourquoi tantôt. Donc, l'allaitement, l'accouchement, la fièvre, c'est un autre exemple de rétroactivation, et la coagulation sanguine. Il peut en avoir d'autres, mais généralement, c'est les principales situations que vous allez voir pendant votre DEC. Et peu importe la cause que vous allez étudier, généralement, ça va référer à une de ces 4-là. Sinon, c'est des rétroinhibitions. Donc,
Je vous les explique très rapidement, mais je ne ferai pas la boucle pour chacun. C'est juste pour vous montrer pourquoi ce n'est pas une rétroinhibition. Ben, la fièvre, j'en ai parlé tantôt, donc je passe plus vite. Le concept, c'est d'augmenter la température corporelle. Pour exemple, si vous passez de 37 à 39 à 40, ben, les bactéries se reproduisent moins efficacement. Donc, ça limite la reproduction bactérienne. Donc, il y a moins de bactéries, plus facile, ça facilite les mécanismes de défense immunitaire qui cherchent à les éliminer. S'il y a beaucoup de bactéries, ben c'est plus compliqué de les éliminer. Donc, moins qu'il y en a à tuer, ben plus c'est facile. Donc, c'est un mécanisme comme ça de défense. Et en gros, pourquoi c'est une rétroactivation? Ben, tout simplement, si tu commences à faire la température, tu passes de 37 à 38 ou 39, qu'est-ce qui se produit? Ben, je commence à avoir chaud. Donc, l'hypothalamus, normalement, devrait diminuer la température. Mais par des mécanismes que vous étudierez un jour en microbiologie, on va dérégler l'hypothalamus. Il ne fonctionnera pas correctement. Il n'est plus capable de prendre les bonnes décisions. Et au contraire, au lieu de vous ramener une température normale, on va favoriser une augmentation de votre température. Et donc, c'est vraiment une rétroactivation parce qu'au lieu de revenir à la normale, j'augmente mon déséquilibre. Je ne vais pas dans le sens opposé, je vais dans le même sens. Donc, si vous passez de 37 à 38 et que la réponse finale m'amène vers le 39, vers le 40, on continue, on favorise l'augmentation de température, donc on favorise le processus de déséquilibre, c'est une rétroactivation dans une idée de se défendre. Mais évidemment, quand l'infection est terminée, bien là, on retombe en rétroinhibition pour revenir à la normale, parce que ça pourrait être dangereux. Ça pourrait être un choc hyperthermique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, que si vous avez souvent les jeunes poupons, les petits bébés font des fièvres très fortes. Donc, il faut déjà plus les surveiller. Vous allez avoir des patients qui font de la fièvre. C'est correct, c'est un mécanisme de défense. Généralement, il peut y avoir plein de causes, mais ça peut être parce qu'il combat une infection. Mais il faut toujours surveiller, pas que ça dérape. Hein. Il y a des limites à ne pas atteindre. À un moment donné, si on a des fièvres trop fortes, ça peut être aussi dangereux. La coagulation, ben, vous allez étudier ça la session prochaine, je ne rentre pas en détail, mais en gros, c'est un processus, c'est une cascade de réactions avec des dizaines de réactions qui s'activent entre elles et qui va amplifier la réponse biologique pour former un caillot qui va colmater une lésion dans un vaisseau sanguin pour empêcher une hémorragie, exemple. Donc, on rempire. Hein, c'est comme si la réponse enzymatique A va contribuer à augmenter A, puis on contribue à augmenter A. Donc, ça va se faire de plus en plus fort. Vous ferez le détail de cette réponse-là quand ça sera le temps, mais juste de comprendre qu'on amplifie, donc on augmente le déséquilibre. L'accouchement pour des raisons évidentes. Hein, l'accouchement, il y a des mécanorécepteurs au niveau du col de l'utérus. Et là, ce qui se passe quand maman est prête à accoucher, il y a des signaux qui vont provoquer la tête de bébé qui va provoquer des pressions sur le col utérin, qui va stimuler les mécanorécepteurs. Donc, eux autres envoient un message à un centre de régulation, peu importe lequel, frisson bio 3. Mais en gros, si c'était une rétroinhibition, puis là, le col commence à se dilater. Vous savez peut-être qu'on peut dilater jusqu'à 10 cm, et à 10 cm, là, le bébé va s'engager dans les voies vaginales pour l'accouchement. Mais dans ce cas-ci, on commence à dilater à 1, 2, 3. Si c'est une rétroinhibition, on arrête ça, puis on ramène ça à la normale, à 0, ou à peu près pas de dilatation. Donc, ce ne sera pas très pratique, évidemment, pour un accouchement. C'est pas ça qu'on veut. Donc, on veut augmenter la dilatation. On va dans le même sens du déséquilibre. Ça dilate, ça pousse, donc les mécanorécepteurs sont excités, mais la réponse de l'effecteur, ça va être de dilater davantage. Et on va dans ce sens-là, on augmente le problème, le déséquilibre. Dans ce cas-ci, c'est souhaitable parce que ça va permettre le passage de bébé. Donc, évidemment, on ne voudrait pas une rétroinhibition. Et l'allaitement, ben là, ici, il est illustré, fait qu'on va le faire plus en détail. Si on dessinait une boucle de rétroaction, comme on a fait tantôt, et disons que vous ne savez pas que c'est une rétroactivation, on va juste le réfléchir. Peut-être un peu plus tordu, entre guillemets, parce que vous allez voir là, que faut aligner une couple de choses. Là. Mais quand même, la logique est là. Hein, le déséquilibre, si on y va avec une boucle classique, donc le stimulus ici, ça serait quoi? Ben, c'est le fait d'allaiter, donc de nourrir bébé. Le déséquilibre ici, il est écrit en jaune, il y a une stimulation physique, mécanique, je dirais, au niveau du mamelon, évidemment. Donc, je vais y aller en abrégé ici. C'est déjà écrit dans l'encadré en jaune. Donc, on stimule. Stimulation mécanique là, du mamelon. Donc, ça va.
c'est là que je disais que ça prend un peu d'imagination, parce que c'est pas vraiment un déséquilibre aussi évident qu'une chute ou une augmentation de température corporelle ou d'une augmentation de diminution de glycémie, etc. Mais c'est une situation, entre guillemets, qui n'est pas la norme. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on considère que c'est un déséquilibre. C'est comme une nouvelle situation. Et il y a évidemment des récepteurs qui vont détecter ça. Donc, ici, comme c'est une stimulation physique, touchée, tactile, c'est une stimulation mécanique, bien sûr, mais c'est un contact, hein? Comme tactile, ça veut dire toucher, évidemment. Donc, les récepteurs qui sont impliqués, c'est lesquels? C'est certainement pas des thermos, il n'y a pas de température. Donc, ici, ça serait des mécanorécepteurs. C'est pas écrit dans votre livre ici. Ils sont trop généraux, hein? Donc, moi, je vous demande d'être plus spécifique que ça. Des mécanorécepteurs qui vont informer un centre. Dans ce cas-ci, le centre, il y en a comme deux qui travaillent ensemble. C'est deux structures de l'encéphale qu'on va voir bientôt dans les prochaines capsules. Donc, il y a l'hypothalamus que vous connaissez bien. Et l'hypothalamus, lui, par une façon... En fait, c'est un influx nerveux, mais c'est pas à retenir. L'hypothalamus va stimuler la neurohypophyse en envoyant des influx nerveux. Donc, la flèche ici symbolise la communication entre les deux, les influx nerveux. Donc, l'hypothalamus stimule la neurohypophyse, tout simplement. Et aussitôt que la neurohypophyse est excitée, si vous voulez, par l'hypothalamus, elle, sa réponse, ça va d'émettre une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Je l'encercle présentement à l'écran. Parfois, on utilise l'abréviation OT, c'est un ou l'autre, les deux c'est la même chose. Et l'ocytocine s'en va en circulation sanguine et va agir sur des effecteurs. Donc, mon prochain élément, comme on a vu tantôt, de la boucle. Dans ce cas-ci, les effecteurs, c'est des cellules musculaires, des myocytes, donc des cellules musculaires au niveau... Donc, en fait, je marquais muscle, on va y aller plus microscopique. On va marquer myocytes ou cellules musculaires. Au niveau du sein, évidemment, on va être autour. Si vous remarquez ici, c'est un détail à ne pas retenir, mais on voit ici les glandes productrices de lait et il y a des cellules musculaires autour qui vont venir contracter les conduits ici pour expulser le lait. L'ocytocine n'a aucun rôle dans la production du lait chez la femme enceinte. C'est vraiment l'idée de permettre une expulsion du lait. Donc, on favorise une contraction quand même assez violente pour comprimer, écraser, si vous voulez, les canaux lactifères. C'est les canaux dans lesquels le lait va circuler et expulser le lait à l'extérieur des glandes mammaires. Donc, dans ce cas-ci, les myocytes se contractent. Donc, toujours l'effet, hein, l'effecteur et l'effet. Donc, contraction. Évidemment, c'est des myocytes locaux qui sont vraiment au niveau des seins, ici, près des lieux de production en termes de lait. Et cet effecteur-là, donc les cellules musculaires, se contractent, éjectent le lait. Okay? Donc la réponse, ou l'effet, okay, la contraction, donc éjection, ça veut dire sortie ou expulsion, si vous préférez. Donc expulsion du lait à l'extérieur. La réponse finale, pour faire un certain sens, imaginez-vous que le lait, quand il va sortir, je le fais avec une flèche ici, il sort des seins comme ça, il sort comme ça va exciter, ça fait une sensation tactile accrue au niveau du mamelon, et comme bébé est affamé, il va téter encore plus. Fait que plus qu'il y a de lait, plus qu'il veut boire, plus qu'il tète, donc on augmente les stimulations ici. Donc, l'expulsion donc, expulsion du... Donc, j'ai fait une petite faute ici, on va répéter ça. L'expulsion du lait stimule davantage, donc ça veut dire plus, hein, stimule davantage le mamelon. Là, ça peut être le contact physique du lait en sortant, mais c'est aussi qu'il faut comprendre que bébé est affamé, donc plus qu'il y a de lait, plus qu'il va vouloir boire. Donc, ça s'accélère. Et il est là le concept de rétroactivation que je vous disais, oui, je sais, c'est un peu tordu en ce sens, c'est moins clair, moins évident, mais on compare le déséquilibre, stimulation mécanique du mamelon, expulsion du lait, ça stimule encore plus. Donc, si ça avait été une rétroinhibition, ça bloquerait la stimulation du mamelon. Ce qui est faux, on augmente de plus en plus. C'est pour ça qu'on considère que c'est une rétroactivation. Et
Donc, bébé va téter plus de stimulation, donc plus de cytocine, plus de lait qui sort, plus plus que ça excite les stimulations mécaniques au niveau du mamelon, plus que bébé boit, donc on amplifie. Et ça, c'est une boucle sans fin. Hein? C'est une rétroactivation pour votre culture, mais c'est pas obligé de le savoir, mais c'est vraiment une culture. Si vous avez étudié l'histoire un peu et tout ça, il y avait à une certaine époque des femmes qu'on appelait des nourrices. Donc, techniquement, cette boucle-là, contrairement aux autres rétroactivations qui finissent par s'arrêter parce qu'à un moment donné, on fait une rétroinhibition, ici, en théorie, on pourrait continuer comme ça à l'éternité. Tant qu'il y a un bébé qui boit, la boucle n'est pas cassée. Et je parlais de nourrice tantôt pour concept historique, mais les femmes de la noblesse ne s'abaissaient pas à nourrir les enfants, ils engageaient des femmes. Ce qu'on oublie toujours dans les livres d'histoire, dans les films d'époque, c'est que la femme qui est une nourrice, on ne la voit jamais avec ses enfants personnels, mais n'oubliez jamais qu'elle était au moins enceinte une fois. Elle a eu son propre enfant, elle l'a allaité, et ensuite, elle ne peut plus arrêter son travail d'une vie. Si tu veux être nourrice, ça prend toujours un bébé au sein qui va activer cette boucle-là de façon régulière. Et donc, c'est une rétroactivation. Donc, je vais pour la comtesse X, on stimule. Une fois que ces enfants sont nourris, je passe à la comtesse Y et peu importe. Et tant qu'il y a un bébé qui boit et qui stimule comme ça, vous allez faire une rétroactivation et ça n'arrête pas. Puis, dans notre industrie, quand on boit du lait de vache, entre guillemets, c'est la même logique. C'est des animaux qui ont déjà été enceintes, qui ont déjà eu un veau, et on les stimule tout le temps, continuellement, pour ne pas briser cette boucle-là. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est une puissante rétroactivation, en fait, là, qui est sans fin. Et si vous travaillez un jour, et pourquoi je fais cette parenthèse culturelle? Parce que je trouve ça important d'avoir un peu de culture, mais en fait, ça a un impact médical pour vous. Parce que si un jour vous travaillez avec les femmes enceintes, vous allez faire quoi? Ben, si maman veut allaiter, vous allez dire à maman, ben, c'est important si vous voulez vraiment allaiter, c'est un choix personnel, hein, c'est pas une secte, c'est pas une loi, c'est ça, faire attention. J'ai vu toutes sortes de choses, des horreurs des fois, là, que maman n'est pas capable ou elle veut pas, puis qu'elle est traitée de toutes sortes de façons. Faut se garder une gêne, là. Il y a une époque qu'on n'allaitait pas, puis là, on va se le dire, hein, c'est très bien au point de vue biologique, les anticorps et tout, c'est très très bien. Mais le bébé peut être en santé, puis la mère peut être une excellente mère. Votre patiente, c'est une excellente mère, peut-être, là. Vous ne le saurez pas, puis elle n'allaitera pas, puis c'est bien correct aussi. Puis il y a une grosse pression dans le milieu hospitalier pour sauver de l'argent. On n'a plus les moyens d'acheter du lait maternisé comme dans les années 70. Coupe les budgets, ça coûte très, 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 très cher. Donc c'est sûr que l'allaitement est beaucoup poussé pour des bonnes raisons, parce que c'est vrai que c'est bon pour la santé, tout ça. Je ne nie pas les bons éléments de l'allaitement, mais il y a un aspect financier là-dedans, puis il y a beaucoup d'argent qu'on sauve comme ça, donc c'est sûr qu'il y a une pression forte, et j'ai vu des infirmières qui, écoute, ça n'a aucun sens qu'on pouvait dire à une patiente, là. Donc, faites attention à ça, vous êtes des futurs professionnels de la santé, allaite ou allaite pas, là, c'est pas une secte, je l'ai dit tantôt, c'est vraiment un choix. Mais c'est important pour vous autres, cette boucle-là, parce qu'évidemment, si maman veut vraiment allaiter, c'est son choix, puis vous vous souvenez de mon cours, puis vous savez que c'est une boucle sans fin, c'est vrai, mais le jour qu'on arrête l'allaitement, ça ne repart plus la boucle. En tout cas, il y a beaucoup moins de chances que ça reparte. Donc, une nourrice qui gagnait sa vie comme ça, elle, ça l'arrête d'allaiter, ben c'est fini. Là, la boucle est finie, puis ça ne repart pas. Alors, c'est pour ça que vous allez mettre un peu de pression, par contre, avec maman. Des fois, elle est fatiguée, elle n'a pas envie, ou peu importe. Puis on se dit, ben maman, il faudrait faire peut-être juste un petit peu. Des fois, c'est très difficile, les hormones ne sont pas là, maman souffre aussi, des fois, l'accouchement est difficile, peu importe. Ben, si vous voulez vraiment allaiter, maman, il faut vraiment garder le réflexe, parce que le jour qu'on arrête, la boucle se brise. Donc, c'est une rétroactivation tant que stimulation, mais si j'arrête le déséquilibre, ou le stimulus, si vous préférez, la boucle s'arrête. Okay? Donc, je ferme la parenthèse là-dessus. L'objectif essentiel maintenant, c'est de faire la différence entre une rétroinhibition et une rétroactivation, premier point. Deuxième point, est-ce que les exemples sont clairs? Est-ce que si je vous donne un exemple de température élevée ou faible suite à des situations X ou Y, êtes-vous capable de me descendre les deux boucles avec leurs effecteurs et tout? Si la réponse est oui, éventuellement, ben vous êtes parfait pour l'examen, vous êtes blindé pour cette situation-là, pour cette partie de la matière-là. Je termine ce point de capsule, il reste d'autres éléments, mais ce point de capsule pour les boucles de rétroaction qu'on vient de faire, mais on compare les boucles avec le système nerveux versus endocrinien. Donc, c'est sûr que pour la séquence 9, je suis beaucoup ici. Mais il faut comprendre que le système nerveux a aussi
des boucles de rétroaction. Il y a aussi un stimulus, des équilibres et tout. La seule différence, en fait, il y en a deux, c'est que les messages entre le centre de régulation et l'effecteur, c'est généralement un influx nerveux. Endocrinien, au lieu d'utiliser un influx nerveux, on utilise une hormone. Donc, ça va, ça va de soi, c'est pas très, très compliqué. L'autre chose qui va peut-être plus vous induire en erreur, c'est le centre de régulation. Donc, dans une voie nerveuse, même si je ne présentais pas les boucles de cette façon-là, vous les avez fait sans vous en rendre compte. Que ce soit avec les sens ou peu importe. Généralement, il y a un récepteur, voie sensitive, qui détecte un problème. Donc, OK, parfait. On informe un centre, ça pourrait être le cerveau, et là, on réagit sur un muscle. Exemple, on tape un moustique. J'ai utilisé souvent cet exemple-là. C'est une voie nerveuse, mais en fait, c'est une boucle de régulation. Stimulus, OK, je me fais piquer. Ensuite, déséquilibre, par exemple, la douleur, la sensation physique. Récepteur, mécanorécepteur. Si c'est de la douleur, c'est de nocicepteur. Parfait. Centre de régulation au niveau de l'encéphale, on détecte ça avec certaines aires du cerveau. Envoie un influx, l'effecteur muscle se contracte, tape le moustique, je viens de régler mon problème. Ça, c'est un exemple de voie nerveuse. Maintenant, dans tous les exemples nerveux, on se rend compte que les récepteurs sont séparés du centre. C'est tous les exemples que vous avez vus jusqu'à aujourd'hui. Quand on va être dans les hormones, c'est un peu différent. Souvent, pas toujours, mais très, très souvent, le récepteur et le centre, c'est le même élément. En fait, c'est le même organe. Ça peut arriver. Et ça vous induit en erreur parce que parfois, il faut comprendre, pas toujours, mais certaines situations, il faut comprendre que la réponse va être pareille. On en reparlera dans la prochaine capsule quand je vais parler du pancréas et de la glycémie, mais ce que je peux vous dire, le pancréas, c'est un récepteur. C'est les chimiorécepteurs du pancréas qui détectent, exemple, les variations de glycémie, et c'est au niveau du pancréas. Et là, le centre, vous pensez souvent que c'est le cerveau, mais pas dans ce cas-ci. Le centre pourrait être aussi le pancréas. Donc, dans cet exemple-là, le récepteur et le centre, c'est la même chose, c'est le même organe. Il y a des récepteurs spécialisés au niveau du pancréas, puis il y a des cellules spécialisées pour l'analyse. Ça va arriver de temps en temps dans certaines situations. Puis parfois, c'est vrai que le récepteur peut être séparé du centre. Mais faites juste attention à ça quand on est en endocrinien. Quand vous êtes en nerveux, c'est toujours séparé. Sinon, la logique d'une boucle reste identique. C'est toujours les mêmes éléments, en fait. Et tout ce qu'il faut garder en tête, ça va être d'appliquer selon la situation. C'est quoi mon déséquilibre? C'est quoi mon récepteur? Ce qui va varier d'une situation à l'autre, évidemment.